À la une ce soir, 400 personnes ont pris leur bâton de pèlerin afin de réclamer des moyens supplémentaires pour un hôpital qui se meurt entre désertion des professionnels et matériel défectueux. Personnel soignant, élus et Kidam ont marché d'un même pas ce matin avec un objectif, éviter la crise sanitaire. Avec 600 malades qui ignorent tout de leur état, donc susceptibles d'infecter leurs partenaires, et 200 nouveaux cas par an, le dépistage du sida en Guyane n'est pas encore entré dans les mœurs. Des opérations de sensibilisation sont organisées aujourd'hui et demain. Et puis, nous partagerons la liesse des fans de l'équipe du Brésil qui ont une fois de plus laissé éclater leur joie dans les rues de Cayenne. Une joie provoquée par la performance de la Seleção qui accède au 8e de finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire face à la Serbie. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal local et régional. Ouvrons ce journal avec un chapitre dédié à la santé. 400 personnes ont relié l'hôpital de Cayenne à la préfecture dans le cadre d'une marche unitaire ce matin. Objectif, alerter les services publics sur l'état moribond du char, état qui ne s'améliorera pas avec la démission annoncée de 17 médecins urgentistes et de 50 infirmières qui prendra effet à compter du 3 juillet prochain. Pierre Tréfou a intégré la marche. Devant l'hôpital de Cayenne, les urgentistes ont débuté une marche de protestation contre les conditions de travail au char. Ils sont 17 à avoir présenté leur démission pour dénoncer les départs massifs du personnel hospitalier. L'État a annoncé mardi dernier une subvention de 40 millions d'euros, dont 15 millions d'euros destinés à construire de nouvelles infrastructures. C'est un plan de financement qui est en négociation depuis des années et qui servira seulement à financer les projets déjà lancés, mais en aucun cas un rattrapage structurel de l'hôpital. Et là aujourd'hui on veut que le gouvernement prenne conscience de la gravité de la situation et s'engage pour un développement sur le long terme et à beaucoup plus grosse échelle. Les transporteurs, les syndicats et la population sont venus renforcer la marche de protestation. Ils étaient un peu plus de 300 à s'inquiéter de l'avenir du char. La santé, ça nous concerne tous. Il ne faut pas qu'on attende qu'on soit malade pour se rendre compte qu'il y a une défaillance au niveau des soins. Vu le nombre de personnes qui sont là, oui, ils sont inquiets. On aurait pensé plus de personnes, mais au moins ils sont là. Ils nous soutiennent pour la santé en Guyane. Regroupée devant la préfecture, une délégation a rencontré le directeur de cabinet du préfet pour engager une discussion directe avec la ministre de la Santé. La préfecture propose d'être un petit peu le notaire, c'est-à-dire de suivre, d'assurer le suivi de la réalisation des accords que nous aurons, par exemple les urgentistes avec la direction, où on a déjà des négociations en lien avec la direction sous l'égide de l'ARS. Et la préfecture propose donc de vérifier que les dates qui seront posées seront bien suivies des faits. Les démissions des urgentistes sont d'ores et déjà actives. Il reste une semaine de préavis avant qu'elles soient effectives, c'est-à-dire le 3 juillet prochain. La situation de notre hôpital n'inquiète pas que les Guyanais et le soutien vient de partout. Profitant d'une séance de questions au gouvernement hier soir, Laurence Cohen a interpellé la ministre de la Santé sur l'état critique du centre hospitalier de Cayenne. La sénatrice communiste était membre d'une délégation venue en Guyane au mois d'avril dernier. Elle évoque des bâtiments vétustes, le manque de lits et l'absence de généralistes. Écoutons-la. Au centre hospitalier André Rosemont de Cayenne, 17 médecins urgentistes ont annoncé leur démission pour le 3 juillet prochain. Un ras-le-bol qui couvait depuis longtemps au char, secoué de crises multiples. J'ai pu le constater en avril dernier lors de la mission des affaires sociales à laquelle je participais. Bâtiments vétustes, nombre de lits insuffisants, manque de généralistes, de spécialistes, difficulté à fidéliser les professionnels de santé, médecine libérale défaillante. En Guyane comme partout, les problèmes qui peuvent être rencontrés aux urgences sont la résultante du dysfonctionnement du système de santé, ce que nous avions souligné en juillet 2017 dans le rapport d'information de la Commission des affaires sociales avec mes collègues Catherine Génisson et René-Paul Savary. Madame la ministre, pourriez-vous nous dire quelles mesures d'urgence vous comptez prendre pour combler le manque de praticiens à Cayenne, comme dans toute la Guyane et les autres départements ultramarins qui vivent de manière plus aiguë la crise de notre système de santé? Et pourquoi, avant d'agir, attendre des actions si lourdes de conséquences? Ici, la démission de praticiens, à Sotteville-les-Rouen, la grève de la faim à l'hôpital psychiatrique du Rouvray, ou encore dans la Nièvre, la démission de 35 maires. Concernant la modernisation de cet établissement, elle est programmée avec un
comité de performance et de modernisation de l'offre de soins hospitaliers, ce qu'on appelle le COPERMO, qui s'est tenu le 19 juin, c'est-à-dire la semaine dernière, et qui a émis un avis favorable pour la modernisation du centre hospitalier. Et compte tenu de la dégradation financière de l'établissement, une délégation de 40 millions d'euros, conformément aux accords de Guyane du 21 avril 2017, va être délivrée pour cet établissement. Les aides nationales seront allouées à 100% en capital, versées sur 4 ans, sous réserve que les recommandations du COPERMO soient respectées. Alors, concernant les urgences, un certain nombre de démarches ont été entreprises à l'initiative de l'ARS. Chaque médecin est reçu à chaque fois qu'il le demande. Nous faisons en sorte que l'ARS rencontre les médecins de ville pour leur suggérer de participer à la régulation des soins d'urgence. Nous mobilisons le service de santé des armées pour participer à ce service d'urgence. Nous avons sollicité la réserve sanitaire qui a été envoyée. Nous facilitons l'entrée sur le territoire de médecins étrangers formés aux urgences. Enfin, une nouvelle séquence de négociation est programmée aujourd'hui. Nous mettons tout en œuvre pour qu'elle se termine par un projet d'accord final. Et je terminerai par dire qu'une mission d'audit du professeur Pierre Carly, président du Conseil national des urgences hospitalières, que tout le monde connaît, est prévue du 7 au 9 juillet prochain pour évaluer la situation particulière des urgences de Cayenne. Des décisions seront prises. Vous constatez notre mobilisation pleine et entière. Toujours dans la même verve, la phrase de la semaine a été tweetée par le député européen réunionnais Younous Omarji, lui aussi inquiet de la crise sanitaire que nous traversons. Il a écrit « Énième mobilisation à l'hôpital de Cayenne. Allô la France, allô le gouvernement. Pouvez-vous regarder ce qu'il se passe en Guyane ?» Nous restons dans le domaine de la santé avec l'organisation aujourd'hui et demain des 2 journées caribéennes de dépistage du sida. La maladie qui infecte encore 200 personnes par an n'est pas détectée assez tôt en Guyane et 1 malade sur 3 est dépisté alors qu'il a déjà dépassé le stade de la séropositivité. Quelles opérations sont prévues? Les réponses dans ce sujet de Gaël Oassim. Tous les 2 jours, un nouveau cas de VIH est découvert en Guyane. 3300 personnes selon les derniers chiffres et environ 500 à 600 personnes vivant avec le virus sans le savoir. C'est une trentaine de personnes qui viendront se faire contrôler à l'occasion de la journée caribéenne de dépistage ce 27 juin. C'est une journée dédiée vraiment au dépistage, mais par le biais du dépistage, on fait de la sensibilisation et de la prévention. Donc on a des stands, on a des activités aussi liées à la prévention sur cette journée-là, oui. Alors c'est sur tout le département et c'est plusieurs associations. Il n'y a pas que Entraide Guyane, il y a d'autres associations aussi qui se mobilisent pour cette journée-là. De nombreuses associations et centres de santé sont concernés par cette journée, le but étant de déstigmatiser et de dédramatiser le test de dépistage. Le dépistage est très important parce que ça permet de la personne de connaître son statut sérologique. Donc si la personne est négative, on invite la personne à se faire dépister au moins 1 fois par an. On lui transmet toutes les informations de prévention pour qu'elle puisse elle-même réduire les risques de transmission sexuelle. Mais ensuite, si la personne est séropositive, là, on l'accompagne pour faire une confirmation de sa séropositivité et on peut l'accompagner vers les médecins pour qu'elle puisse avoir un accompagnement le plus complet possible. Oui. Un soutien est apporté lors de ces journées organisées depuis 2008 en Guyane. Les personnes qui viennent se faire dépister et auxquelles le résultat est séropositif ont besoin d'un soutien. Malheureusement, nous, après ce suivi-là, on dirige ces personnes-là vers un médecin de l'hôpital de jour qui, là, pourrait plus vous parler sur les complications ou non. Mais c'est vrai que sur 200 nouvelles infections chaque année en Guyane, il y a 15% de personnes qui sont déjà au stade sida. 200 nouveaux cas à l'année en Guyane, la prévention et la protection resteront le mot d'ordre tout au long de l'année. Envolons-nous à présent pour la Martinique où les sargasses continuent à empoisonner la vie des Iliens. Une mère de famille installée au Robert a témoigné au micro de nos collègues sur place. Virginie et sa famille vivent à 50 mètres du rivage. Depuis 5 mois, cette mère de 3 enfants regarde avec angoisse les échouages successifs de sargasses. Vous voyez l'étendue des sargasses. Normalement, c'est de la mer, il n'y a pas de plage, mais bon, il n'y en a pas autant. C'est la première fois qu'on en a autant. Et vous verrez quand on va s'approcher, les bateaux ne flottent plus. Ils sont posés sur un jardin d'algues. Toute la famille multiplie les visites chez le médecin. Tout chronique, difficultés respiratoires, conjonctivite à répétition, perte d'appétit. Le quotidien est devenu un cauchemar. On est un peu en colère parce que tout le monde se renvoie la balle. On ne sait pas qui est responsable de quoi, qui fait quoi et pourquoi. Là, ça fait longtemps qu'on aurait pu avoir fait quelque chose.
Et ben oui, on envisage sérieusement de partir. Lors de sa visite sur notre territoire il y a moins d'un mois, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, s'était pourtant engagé à ce que les algues brunes soient ramassées dans les 48 heures après leur échouage. Ce jour-là, les pelleteuses sont à l'arrêt. Les habitants du quartier Pointe-Savane, particulièrement touchés par le phénomène, sont à bout. Et ces deux-là sont neuves et il y en a une des deux qui ne fonctionne plus depuis 48 heures. Le mécanicien qui est venu pour regarder la clim, parce que ça ne refroidissait plus, nous a dit que l'intérieur est complètement oxydé et qu'il faudrait faire une recherche de fuite. Qu'il y a forcément une fuite quelque part due à H2S. Et sur le devis de réparation, il a mis attention proche Sargasses. Virginie s'est procuré un détecteur qui mesure le taux d'H2S, l'hydrogène sulfuré dégagé par les sargasses en décomposition. En cas de dépassement d'un seuil de 5 ppm, soit le nombre de molécules de gaz contenues dans l'air, les habitations devront être évacuées. Retour en Guyane pour une marche blanche teintée de colère. C'était le 17 juin dernier. Omer Arneton, 91 ans, était sauvagement assassiné le soir de la fête des pères à son domicile de Matoury. Une marche et 10 jours plus tard, sa commune lui rend hommage elle aussi. Objectif de cette seconde mobilisation organisée la veille de son enterrement, que les coupables soient retrouvés. Ayodele Germa s'est mêlé à la vingtaine de participants. C'est dur, on n'arrive pas à faire le deuil, déjà on n'a même pas encore enterré, c'est demain. C'est déjà dur, ça monte, mais vraiment si on pouvait les attraper le plus rapidement possible, ce serait un grand soulagement. Que ce crime odieux qui a été commis, eh bien que ce crime soit élucidé. Ils n'ont pas fait de cadeau à mon père. Après l'avoir vu, je peux vous dire qu'ils n'ont pas fait de cadeau à mon père. Et pourtant, c'est une grande personne, mais ils n'ont eu aucun respect. Ne pas les mettre en prison avec la télé, là, avec tout ce qu'on leur donne là, en prison. Ça, c'est pas normal. Parce que c'est nous qui payons. Hein? On est des fonctionnaires, hein? On travaille, on paye des taxes, et c'est pour ces gens-là qui sont en prison, justement, et qui ont commis des actes criminels, et qui, après 10 ans, on les met dehors avec un bracelet. Et puis on est encore en danger. Dernièrement, pour Sébastien London, un jeune de 24 ans qui a été également assassiné. La monnaie vue, pas trouver le coupable. C'est un peu pour attendre, il faut trouver la police, trouver le coupable. Tous les justes sont monnaie vue, nous devons juste. Parce que beaucoup de passion la Guyane, avant la Guyane, c'est un bel pays. On va aller ici à la France et pourtant il ne faut pas appliquer les règles de rappliquer en métropole, tu comprends? Là-bas, en 2-2, il y a une intervention qu'a faite sur l'autre appelé. Ici, à raccrocher ou à raccrocher en tout, tu sais. Quand on est ces boucles en face du tout, il y aura manqué de respect déjà par rapport à ça, bêta, tu sais. Il ne faut pas faire ce genre de bêta. Parce qu'il y a un appel au secours normalement, tu sais. À non-assistance en personne en danger, tu sais. Alors, pour mettre les choses bien ici en Guyane, il y aura dit à la France, pour nous assurer. Sinon, foutez-nous l'appel, laissez-nous faire nous bêtes. Grand changement dans le paysage économique guyanais. La Chambre de commerce et la Chambre de métiers ont décidé de tabler sur la mutualisation des moyens et des énergies. Les deux autorités consulaires vont donc emménager dans les mêmes locaux. Quels seront les autres changements opérés par cette fusion et dans quelle mesure elle sera bénéfique aux professionnels? Les réponses des présidents Karine Sinaï et Roberto Osseux au micro de Gaël Oassim. Oui, je pense qu'aujourd'hui, nos chambres consulaires ont besoin justement de chercher des économies et ça a été l'opportunité justement qu'on puisse faire cette mutualisation parce que justement ça apporte justement du bon sens. Parce que moi je dis que ce partenariat, c'est un partenariat qui a été réfléchi, un partenariat bien compris des deux chambres, pour qu'on puisse justement apporter une offre de service à nos entreprises guyanaises. Ça nous permet de quitter les locaux de l'ECF, dans lequel il y avait l'EGC, donc l'école de commerce et le CFA. Et le CFA est parti au CFA de Galmo, donc là où il y avait déjà le CFA de la Chambre des métiers. Donc les deux CFA sont réunis, Chambre de commerce et Chambre des métiers dans les mêmes locaux, avec leur administration chacune. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir une belle image, en tout cas au niveau de l'apprentissage, et puis aussi de moderniser les locaux de Galmo qui méritaient aussi un peu de modernité. Et puis le CF va se retrouver au niveau de l'OPRF avec l'accord du président de la CTG, donc que je remercie. Alors ça nous permet de faire quand même une économie qui était d'à peu près d'1 million
d'euros par an entre les loyers et la maintenance du bâtiment. C'est vraiment d'être dans les mêmes locaux pour pouvoir travailler en commun sur des projets communs. Ça permettra aussi, comme nous sommes installés sur Saint-Laurent-du-Maroni, si le CFA souhaite, je parle de la Chambre des métiers, s'installer sur l'Ouest, ils ont une possibilité, on peut essayer de trouver un accord, puisque nous parlons au quotidien. Donc c'est bien de monter des dossiers en commun pour répondre au mieux en qualité de service aux adhérents ou aux futurs créateurs d'entreprises. Là, vous aurez les deux CFE côte à côte. Quand souvent un chef d'entreprise vient pour faire les formalités d'inscription pour les entreprises, il ne sait pas s'il dépend de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce. Là, il va dans un lieu où on pourra répondre à toutes ces demandes. Moi, je pense que c'est un gain de temps qui n'a pas de limite. Voilà, c'est un gain financier aussi, gain de temps, gain financier. Donc là, on pourra répondre. Il y aura nos aides qui sont là pour les créateurs d'entreprises. On pourra répondre à leurs questions, aussi bien ceux de quelqu'un qui vient de la Chambre des métiers que ceux qui viennent d'une chambre consulaire. Parce que les formes juridiques, que ce soit pour une chambre des métiers, une chambre consulaire, c'est la même chose, c'est le même cadre, ça reste une entreprise. Donc là, je pense qu'on pourra répondre au mieux aux attentes de nos adhérents. Le chantre de la négritude, Aimé Césaire, aurait fêté ses 105 ans ce 26 juin. Pour honorer sa mémoire et l'anniversaire de sa naissance, des animations étaient proposées au public qui a pu redécouvrir les écrits de celui qui est resté maire de Fort-de-France durant 56 années consécutives. Éric Dupuis a assisté à ces animations. Au bout du petit matin, le morne accroupi devant la boulimie aux aguets de foudres et de moulins. Un retour au pays natal, à 8000 km de là. Pour honorer la mémoire d'Aimé Césaire, c'est sa belle-fille qui interprète des passages de son livre devant la cinquantaine de personnes présentes. Mais cette professeure de lettres modernes qui a fait le déplacement exprès pour l'événement a l'habitude de ce genre d'exercice. Son but, faciliter l'accès aux œuvres du poète. Je veux que le public, particulièrement le public martiniquais, se réapproprie les textes de Césaire, car il est accessible à condition, bien entendu, que le lecteur puisse être accompagné. C'est ce que je fais, je l'accompagne. À l'origine de cette initiative, la sénatrice martiniquaise Catherine Conconne, celle qui se considère comme héritière de la pensée césarienne, a tenu à organiser cet événement dans la première année de sa mandature. Je revendique cette appartenance à cette œuvre magistrale portée par cet homme qui nous a permis de nous restituer en dignité, en fierté. Et je me suis dit qu'en cette première année, il fallait que je puisse rendre un minimum de ce que Césaire m'a donné. Dans la salle, hommes et femmes politiques, artistes, mais aussi amoureux de la littérature. Parmi eux, certains ont eu le privilège de rencontrer en chair et en os le célèbre écrivain. Je peux vous dire que c'est très impressionnant. Parce qu'il n'était pas très grand en fait, mais je me sentais de la taille d'une fourmi face à lui parce que j'étais devant Aimé Césaire. Celui qui a rendu l'âme il y a tout juste 10 ans continuera d'être honoré à travers les écrits et conférences. Sa belle-fille, elle, compte bien raviver les œuvres de cette grande figure littéraire et partager son héritage à travers ses lectures revisitées. Elle s'appelle Ako Akumako et s'est installée en Guyane il y a 20 ans. Cet artiste qui nous vient du Togo nous invite dans un univers dédié à l'artisanat africain. Un voyage qui vous est proposé à la salle des expositions de Matoury jusqu'à dimanche. Ayodele Germa a déjà embarqué. Chaque année, j'essaie de venir ici à Matoury dans la salle d'expo pour pouvoir se faire connaître. Que je peux mettre en valeur tout ce qu'on fait pour que les gens puissent voir et voir réellement la valeur des choses. Un peu de tout, il y a des tissus, des vêtements, des colliers, des tableaux, des objets d'art. Vous avez vu, il y a la girafe, il y a des éléphants, j'en ai un éléphant qui fait même 2 tonnes à la maison. Plus que 2 tonnes, je ne sais même pas comment. Donc on les fait venir. Il y a mes frères qui le font là-bas au Togo, en Afrique aussi, brut. Et puis ici,
Il y a mon grand frère aussi qui fait la finition en plus de moi-même et puis c'est toute une équipe derrière qui travaille. L'Afrique en Guyane. Ceux qui n'ont pas la chance d'aller de l'autre côté, que je partage aussi avec ce qu'on fait de l'autre côté pour voir. Après la douche froide essuyée par l'Allemagne, championne du monde en titre éliminée dès le premier tour, le Brésil a sauvé l'honneur des grandes nations du football en s'imposant 2-0 face à la Serbie. Résultat, les supporters sont à la fête alors que la Seleção se prépare à rencontrer le Mexique lundi prochain. En attendant, Pierre Tréfouat a préparé aux festivités. Alors que le cinéma Agora accueille ses supporters pour le match décisif du Brésil face à la Serbie, dans les rues de Cayenne, on s'installe pour suivre la confrontation. Au bout des 90 minutes, c'est la libération. Je suis contente, vraiment contente. Bon, j'avais parié déjà à 2-0 et puis voilà, ça s'est fait. Le football, c'est ça, c'est l'émotion. Malgré, on a des difficultés toujours, mais on est toujours là. On est toujours pour supporter le Brésil, on sera toujours présent. Le Brésil accède au 8e de finale. Ils devront affronter l'équipe du Mexique lundi prochain. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 27 juin. 400 personnes ont pris leur bâton de pèlerin afin de réclamer des moyens supplémentaires pour un hôpital qui se meurt entre désertion des professionnels et matériel défectueux. Personnel soignant, élus et Kidam ont marché d'un même pas ce matin avec un objectif, éviter la crise sanitaire. Avec 600 malades qui ignorent tout de leur état, donc susceptibles d'infecter leurs partenaires, et 200 nouveaux cas par an, le dépistage du sida en Guyane n'est pas encore entré dans les mœurs. Des opérations de sensibilisation sont organisées aujourd'hui et demain. Et puis, nous avons partagé la liesse des fans de l'équipe du Brésil qui ont une fois de plus laissé éclater leur joie dans les rues de Cayenne. Une joie provoquée par la performance de la Seleção qui accède au 8e de finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire face à la Serbie. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes de la TV Guyane. Des Sama ou Sama Wanbuneti.